Charles était assis dans le plus grand auditorium de l'université et souffrait de la chaleur. Il ne restait plus que 3 semaines avant l'obtention de son diplôme. Dieu la pauvreté. Et longue vie à la vie adulte et au travail, dans le domaine du développement informatique. La porte s'est entr'ouverte et la tête d'adjointe au doyen est apparue. « Excusez-moi, juste une minute. J'ai besoin de 2 personnes pour aller dans un orphelinat privé. L'université a acheté de la nourriture et des vêtements pour les enfants. Nous devons y aller en voiture et la décharger là-bas. » Charles a donné un coup de coude à son ami Arthur. « On y va, il y en a marre de rester ici, » dit-il doucement. Arthur a hoché la tête. « Nous y irons, » dit Charles assez fort. « Alors, préparons-nous, » a répondu l'adjointe au doyen. La voiture, chargée jusqu'au bout, avançait sur le large chemin forestier. L'environnement était d'une beauté indescriptible. Et à seulement 50 km de la limite de la ville, comme dans un conte de fées. Enfin, la vieille porte de l'orphelinat est apparue. On a été déjà attendu. À la porte se tenait un homme à l'air renfrogné avec une cigarette au coin de la bouche. Il n'était pas rasé et habillé de façon négligée. Il a ouvert la porte et, sans un mot, a fait un signe de la main en direction du territoire. « C'est par là, à côté des fleurs », a-t-il dit. Si la forêt qu'il traversait était merveilleuse par sa fraîcheur du printemps, le terrain de l'orphelinat était sordide. De vieux locaux minables, de l'herbe piétinée clairsemée, un coffret extincteur non peint sous l'auvent. Mais ce qui a tué Charles, c'est le carton inséré à 2 endroits à la place des vitres. Et pas un arbuste, pas un arbre, juste des pissenlits et des bardanes. « Bonjour, y a quelqu'un ?» a crié Charles en sortant de la voiture. Le conducteur et Arthur ont commencé à décharger la voiture. L'intérieur était également gris, sale et sordide. « Ils économisent sur les nettoyeurs ?» pensa le garçon. « Ça pourrait être le cas. » Une femme petite mais très volumineuse avec 3 mentons est sortie par une porte. Elle a fait un grand sourire et s'est présentée. « Je suis la directrice de l'orphelinat, Marie Poirier. » Par la porte ouverte de son bureau, Charles a vu 2 grands sacs pleins de provisions sur la table. Et a tout compris. Il y a du vol par ici. À ce moment-là, un petit tourbillon a balayé le couloir et un petit garçon d'environ 4 ans lui est rentré dedans à toute vitesse. « Tu es mon papa ?» il a demandé à Charles. « Tu m'as trouvé ?» Charles, qui ne s'attendait pas à de telles impulsions de sa part, prit le petit garçon dans ses bras et lui dit « Non, petit, tu te trompes. Ton papa est probablement en train de te chercher, mais je pense qu'il te trouvera bientôt. On t'a apporté des friandises et des vêtements. » Le petit garçon était visiblement à l'aise dans les bras de Charles, et il s'est installé encore plus confortablement. « Je m'appelle Max, mon nom de famille est Dupont. Viens, je vais te montrer ce que j'ai. »« Dupont, va dans ta chambre et n'embête pas le monsieur, » dit-elle. « Il colle tout le monde comme un pot de colle, » ajoute-t-elle avec colère. « Pourquoi ? J'aimerais bien le voir, » lui répondit Charles. « Allez, petit. » Lorsque Max a conduit Charles dans une chambre aux murs peints en verre et aux 4 lits avec des couvertures délavées, Charles a eu envie d'hurler. De nos jours, même les entrées ne sont pas peintes de la sorte, et les enfants vivent dans des conditions aussi porcines. Ils pourraient au moins mettre des dessins amusants. C'est un vrai cauchemar. Max est allé à son lit et a sorti une boîte en carton de dessous. Elle contenait ses trésors, qu'il chérissait manifestement. Il l'a fièrement montré à Charles. « Voilà, regarde-le. Il ne manque que des roues, mais je ferai des cercles en bois. Il faut juste trouver une branche appropriée. » Écoutant ces mots, les yeux de Charles se sont remplis de larmes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il pensé. « C'est un peu tôt pour être sentimental. » Pendant les 2 jours suivants, lui et Arthur ont lancé un projet. Des photos de l'abri ont été publiées sur les réseaux sociaux, ainsi que le slogan « Aidons tous les orphelins ». Étonnamment, de nombreuses personnes ont voulu aider. Tout d'abord, le directeur d'une des sociétés s'occupant de peinture et de vernis a contacté Charles et lui a offert quelques grands seaux de peinture pour des travaux internes. Pour les travaux extérieurs, il a promis de lui donner de la peinture qui venait d'être périmée, mais qui n'avait pas perdu ses qualités et ne pouvait pas être vendue selon la loi. Mais il était bon pour les clôtures et les locaux techniques. Il a également été contacté par une femme sympathique qui avait récemment fermé un magasin de vêtements pour enfants.
Elle a proposé de prendre tous les restes gratuitement. Mais la suggestion la plus touchante est venue d'un professeur d'un studio d'art pour enfants. Il a expliqué qu'il avait informé ses élèves de la situation de l'orphelinat et qu'ils avaient décidé de décorer l'orphelinat avec leurs propres dessins qu'ils avaient créés pour le concours. Bien sûr, après que le concours ait eu lieu. En outre, le jardin d'enfants privé récemment fermé leur a donné plusieurs boîtes de jouets et un tas de jeux de société. Parmi les camarades de Charles et d'Arthur, certains ont accepté de venir aider à faire les travaux. Après quelques jours en plusieurs voitures, les jeunes se sont rendus à l'orphelinat. Tout le monde était de bonne humeur et avait le désir sincère d'aider les enfants. En entrant sur le territoire de l'institution, Charles a remarqué une fille rondelette qui parlait d'un ton assez élevé à la directrice Marie Poirier. Un sac à carreaux rempli de nourriture était posé sur le sol à côté d'elle. « Ne m'embrouillez pas, a-t-elle dit. Je vous ai posé une question claire. Où amenez-vous ce sac ?» Elle tente de lui répondre, mais Charles comprend qu'elle essaie de trouver des excuses. « C'est la première fois que cela se produit. Je me rattraperai, » s'est-elle excusée. « Non, ce n'était pas la première fois, » a dit Charles. « Il y a quelques jours, vous alliez sortir 2 sacs comme ça. »« Oh oui, et qui êtes-vous exactement ?» Elle s'est tournée vers lui. « Je suis Charles, en fait, » répondit-il. « Je vois que vous n'êtes ni Anne ni Julie, » a-t-elle rétroqué. « Nous avons apporté certaines choses, de la peinture, des vêtements, des jouets, et toutes sortes de choses. » Le regard de la fille s'est considérablement adouci. « Lou !» Elle s'est présentée, la fille du fondateur de l'orphelinat. Lou est arrivée d'Angleterre par avion il y a quelques jours. Elle venait d'être diplômée d'une institution d'élite pour les filles de familles riches, où elle avait étudié la sociologie. La dernière fois qu'elle avait visité son pays natal, c'était il y a 3 ans. Bien qu'elle ait vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger, comme son père, elle se considérait au fond d'elle-même comme espagnole. Et elle était sur le point de retourner définitivement dans son pays d'origine. 2 semaines plus tard, elle s'était inscrite sur les réseaux sociaux pour rester à l'écoute et était tombée, par hasard, sur le message de Charles l'incitant à aider l'orphelinat fondé par son propre père. Pour être honnête, sa première réaction a été le choc. Bien sûr, elle avait entendu parler de l'orphelinat, mais elle n'y était jamais allée et n'en savait rien. Son père y a envoyé régulièrement de l'argent, et il semblait y avoir assez pour tout le monde. Où est-il passé cet argent ? Les chenilles privées sont mieux que cet orphelinat. Elle a donc décidé de ne rien dire à personne avant d'avoir réglé le problème elle-même. Elle est passée à l'improviste et a immédiatement vu la gérante traîner un lourd sac de nourriture jusqu'à la porte. C'est à ce moment-là que les garçons sont arrivés dans leur voiture. La gérante avait la bougeotte et ne savait pas comment se comporter. Elle savait déjà qui était la fille grosse et laide. « Oh, mon Dieu ! Le père est charmant mais la fille est laide. » Eh bien, elle n'était pas vraiment laide, mais elle n'était certainement pas jolie. Maintenant, on doit faire quelque chose pour qu'elle ne raconte pas tout ce qui se passe par ici à son père. Parce que cet homme est puissant et cette situation pourrait conduire Mario en prison. Parce que les réparations, les nouveaux meubles et la bibliothèque, soi-disant, avec beaucoup de livres, n'existaient que sur le papier. Et en réalité, cet argent a construit depuis longtemps la nouvelle maison chic de Marie, avec un jardin tout aussi luxueux. Et puis il y avait Charles, avec ses camarades de classe. Quel diable les avait amenés ici? Lou s'est avérée être une fille simple, avec une vision démocratique. Après avoir échangé quelques mots avec Charles, elle a discuté calmement avec lui du projet de rénovation, ainsi que toutes les actions ultérieures. Et le travail a commencé. Les gars de l'orphelinat ont d'abord tout observé de loin. Puis Charles, se souvenant de la façon dont Tom Sawyer a impliqué tous ses amis dans la peinture de la clôture, donc il a décidé d'utiliser la même astuce, en gloussant volontairement fort, en s'écartant chaque minute et en regardant le prochain panneau de peinture. Il a réussi à intéresser les gars à ce travail au point qu'ils ont littéralement fait la queue, et ils ont même réussi à se bagarrer pour avoir le droit de contribuer à la cause commune pour l'amélioration de la zone de l'orphelinat. Max courait partout à la vitesse d'une fusée, et bien qu'en raison de son âge, il n'ait pas été autorisé à travailler sur la peinture, il a tout de même réussi à faire sa part. Il s'est tamponné avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et a renversé un seau de peinture. Quelques jours plus tard,
Charles rentrait dans le bus après la conférence, en pensant avec le sourire à tout ce qu'ils avaient réussi à faire pour l'orphelinat. Et à Lou, bien sûr. Je n'aurais jamais deviné que c'était la fille d'un oligarque. Pas jolie, mais tellement bienveillante. Pas d'arrogance, pas de narcissisme. Une fille très simple et ouverte d'esprit. Il s'entendait très bien avec elle. Elle peignait comme tout le monde. Elle mangeait des pommes de terre au four, avec du bacon au coin du feu avec le même appétit. Et puis, à l'arrêt de bus, un couple d'une quarantaine d'années est monté dans le bus et s'est assis juste en face de Charles. Tous les deux étaient clairement bouleversés. Et la femme pleurait, s'essuyant les yeux et le nez minute par minute. « Madeleine, calme-toi. S'il te plaît. Tu sais à quel point je t'aime. Plus que quiconque dans le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens vivent sans enfants. Vivons l'un pour l'autre. Au moins nous avons fait tout ce que nous pouvions. Prenons un chien, ou même deux. » À ces mots, la jeune femme s'est mise à sangloter. L'homme a mis son bras autour d'elle et s'est arrêté de parler. Après quelques arrêts, ils se sont levés et sont sortis. Charles hésitant un instant, puis s'est levé brusquement et aussi descendu du bus. « Excusez-moi, s'il vous plaît », a-t-il dit en touchant l'épaule de l'homme. « J'ai été témoin de votre conversation. Je suis conscient de m'immiscer dans cette conversation, mais peut-être que nous sommes assis les uns à côté des autres dans ce bus pour une raison. Il y a un charmant garçon dans un des orphelinats. Il n'a que 4 ans et demi. Écoutez, j'ai une photo de lui dans mon téléphone. Tiens, regarde. Il attend sa maman et son papa. Chaque jour, chaque heure. Et ils croient qu'ils le trouveront. Notez simplement le numéro et l'adresse de l'orphelinat et réfléchissez-y. Son nom est Max Dupont. 1 mois plus tard, l'orphelinat était méconnaissable. Le haut des murs et des plafonds a été fraîchement blanchi. Le bas des murs, peint d'une agréable peinture jaune clair. Une teinte très chaude. Au-dessus de chaque lit ont été accrochés des tableaux réalisés par les enfants de l'atelier d'art de la ville, dans des cadres soignés. Une pièce qui contenait auparavant des déchets sous forme de vieilles chaises a été transformée en salle de jeu. Les vieux meubles ont été repeints et ont commencé à avoir un aspect très différent. La zone autour de l'abri a été plantée de belles fleurs au lieu des pissenlits et des bardanes. La clôture et le portail étaient également agréables à regarder, avec leurs couleurs toutes vives. Dans le menu de l'orphelinat figuraient des salades, de la viande, des tartes et des crêpes. La directrice Marie s'est fait toute silencieuse. Lou n'avait pas encore décidé si elle allait se plaindre à son père de tout ce qui se passait ici. Monsieur Robert Lecomte, assis dans son bureau de Londres sur Abbey Road, depuis déjà 10 minutes, le chef de la sécurité rapporte les dernières nouvelles. Ce qui dérangeait le plus Monsieur Lecomte était le fait que sa fille, Lou, était entourée d'un nouveau mec qui lui paraissait suspect. Et bien qu'à première vue, ce mec semble être le chef qui, avec enthousiasme, a rénové son orphelinat, qu'il avait complètement abandonné, mais même ce fait ne diminue pas l'inquiétude de Lou. Très probablement un autre chasseur de dos. Eh bien, il n'aura rien. Lou n'est pas une beauté, bien sûr, mais néanmoins la fille unique qu'il aime. Il va se présenter pour des élections, donc pour que la campagne soit réussie, il devra faire un rapport de l'orphelinat pour avoir de l'électorat. Un jour, l'orphelinat a été créé dans ce but, pour l'image politique et l'optimisation fiscale. Il devrait donc rentrer dans son pays et, en même temps, secouer cette canaille qui traîne autour de Lou. Charles revenait du supermarché. Il venait de recevoir un appel de Claire, la plus jolie fille de la faculté, avec qui il sortait, en quelque sorte. En réponse à Claire, « Tu m'as complètement oublié ou quoi ?» Il lui a répondu de manière quelque peu grossière qu'il était occupé, qu'il n'avait pas le temps et qu'il n'aura pas le temps pour elle dans un avenir proche, et que ce n'est pas la peine de l'appeler. Naturellement, il a reçu une bonne dose de négativité de sa part. Maintenant, il s'est forcé à admettre à lui-même pourquoi il avait fait ça à Claire. Oui, parce que Lou a un très beau sourire et un rire vif. Aussi une telle chevelure épaisse et luxuriante. La fille merveilleuse que lui, Charles, a tout le temps envie d'embrasser et d'enlacer. C'est ce que Charles a avoué à lui-même en marchant sur le trottoir le long de la route. Au même moment, une Jeep robuste s'est arrêtée à côté de lui. Charles n'en avait jamais vu de sa vie. Son nom a été appelé. La fenêtre s'est abaissée et un homme plus âgé, aux cheveux gris, lui a demandé de s'asseoir dans sa voiture. « Je suis le père de Lou, le fondateur de l'orphelinat », s'est-il présenté. Pendant la nuit, Charles ne pouvait pas dormir.
Ce n'était qu'au moment où il parlait dans la voiture avec le père de Lou que le garçon a réalisé à quel point le statut de cet homme était élevé. On lui a clairement fait comprendre que Robert Lecomte ne voulait pas voir Charles comme un gendre et qu'il ne pouvait pas compter sur un héritage. En rentrant chez lui après cette conversation, Charles a appelé Lou et lui a tout avoué. Au sujet de la rencontre avec son père, il a gardé le silence. Il lui avait interdit d'en parler. Il l'a juste appelé et lui a dit qu'il l'aimait. Juste comme ça, par téléphone. Et il a ajouté qu'il n'aurait probablement pas osé le lui dire en face. Lou n'était pas du tout surprise et, sans faire de pause, a dit très clairement « Je t'aime aussi, depuis le premier jour ». 2 jours plus tard, après cette conversation, durant une balade dans un parc avec les glaces à la vanille, ils ont décidé d'aller à la mairie et de se marier en secret. Parce qu'ils savaient tous les deux qu'aucun de leurs parents ne serait heureux de cette nouvelle. 1 mois plus tard, Charles a dû commencer son travail. Tous les étudiants qui ont aidé l'orphelinat ont défendu avec succès leur diplôme. Et tout le monde savait à l'avance où ils allaient travailler. On avait besoin de spécialistes en informatique partout. Charles était sûr que, même s'il n'était pas un oligarque, lui et Lou n'auraient pas à souffrir de la faim. D'autant plus que depuis sa 3e année, il travaillait régulièrement à temps partiel dans le cabinet où il était désormais officiellement employé. 3 semaines plus tard, Lou et Thor ont enregistré leur relation dans la mairie. Seuls les anciens camarades de classe étaient présents au mariage en tant que témoins. Lorsque tout le monde, en riant et en plaisantant, est sorti dans la rue, s'attendant à fêter l'événement très simplement, dans le McDonald's le plus proche, tous ont poussé un cri de surprise. Toute la rue devant la mairie a été remplie par plusieurs limousines. Devant eux se tenait le père de Lou qui riait avec une vingtaine d'invités parmi eux, des connaissances et des partenaires commerciaux. Et maintenant, laissez-moi présenter à tous ceux qui ne connaissent pas encore ma fille spontanée et incontrôlable, que j'aime pourtant plus que tout. Laisse-moi t'embrasser, ma fille. Soyez heureux, c'est tout ce que je veux. Et toi, gendre, ne sois pas timide. Viens ici, je vais te serrer dans mes bras aussi. Pensez-vous pouvoir vous passer de moi, le vieux loup, à la cérémonie? Espèce d'idiot. On m'a dit au bout de 15 minutes que vous avez soumis vos papiers. Maintenant, prenons tous nos voitures et allons au banquet au restaurant, car c'est ma fille unique et tout doit être au top niveau. 1 semaine plus tard, Charles, Lou et son père étaient en route pour l'orphelinat. Robert Lecomte leur a promis 3 grandes surprises. Les jeunes se demandaient tout au long du parcours ce que tout cela pouvait signifier. Ils ont vu une voiture de police et 2 policiers qui conduisaient la directrice Marie Poirier à la porte. Elle marchait sans regarder personne. Son visage était en colère et confus. La femme a été mise dans une voiture de police et emmenée immédiatement. « C'était la première surprise, » a dit Robert. « Et voici la deuxième !» Max, un sac à la main, sortait du bâtiment, le sourire aux lèvres. À côté de lui, des 2 côtés, marchaient et souriaient l'homme et la femme du tram. Mais cette fois, la femme ne pleurait pas. Elle semblait donc très jeune, belle et heureuse. En voyant Lou et Charles, Max s'est précipité vers eux. « Papa et maman m'ont trouvé, comme tu l'avais promis !» dit Max avec joie et en bafouillant. « Papa m'a également promis de réparer ma grue et de lui mettre des roues !» a déclaré Max en montrant le sac qu'il portait dans ses mains. « Merci pour notre fils !» dit le nouveau père en s'approchant de Charles. « Merci à ton père aussi, Lou. Grâce à lui, nous avons réglé les documents très rapidement, tout comme dans un conte de fées. Alors, quelle est la 3e surprise ?» Lou a demandé à son père après que Max et ses parents soient partis. Il a souri et a répondu. « Eh bien, la 3e est la plus grande et la plus importante, je le pense. D'abord, à partir d'aujourd'hui, toi, ma fille, tu es nommée la nouvelle directrice de l'orphelinat. Toi, Charles, tu es maintenant le directeur de la nouvelle fondation de l'orphelinat que j'ai ouvert il y a 1 semaine. Ça fait 2. Troisièmement, je tiens à vous avertir que vous êtes maintenant propriétaire d'une maison de campagne, d'une voiture et de 2 de mes usines. Je suis sûr que vous serez heureux.